est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flatte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre une photo et d'avoir un petit frisson en la regardant de plus près ? Avez-vous déjà senti vos poils se hérisser en y découvrant une forme aux traits vaguement humains ? Vous avez peut-être, sans le vouloir, pris en photo un fantôme. Née au 19e siècle, la photographie spirit prétendait capturer sur plaque puis sur pellicule des spectres. Au fil des évolutions technologiques, ces clichés se sont faits toujours plus nombreux. Qu'il s'agisse de montages grossiers ou qu'elles soient réellement troublantes, ces images ont trouvé leur place dans la culture populaire. Les réalisateurs Bongjoong Pinsantanakul et Park Bum-Bong-Poom ont sorti en 2004 le film Shutter. Cette petite pépite du cinéma d'horreur thaïlandais raconte l'histoire de Tan et Jen, un couple qui rentre chez lui en voiture après une soirée arrosée et renverse une jeune femme sur la route. Photographe professionnel, Tan voit dès lors apparaître sur ses clichés des formes blanches très inquiétantes. Nettoyez bien vos objectifs et sortez vos appareils Polaroid, car ce soir on s'intéresse au film Shutter et à la photographie spirit. En 2014, 10 ans après le carton de Shutter, Bongjoong Pinsantanakul se confiait dans The Straits Times. Pour ce grand quotidien de Singapour, le réalisateur rappelait quelles avaient été les inspirations de son film. « J'ai vu une très vieille photo et je l'ai trouvée très effrayante », a-t-il expliqué. « Ça m'a rappelé la photographie spirit et à partir de là, j'avais trouvé le concept. S'il n'y avait, comme il l'a précisé au Straits Times, pas de fantôme sur ce vieux cliché qui l'a impressionné, l'idée a germé. » À seulement 23 ans et 25 ans, Bongjoong Pinsantanakul et Park Bum-Bong-Poom ont commencé à travailler sur ce qui allait être leur premier grand succès international. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont penchés sur l'art de la photographie spirit, né au début des années 1860 aux États-Unis. Considéré comme son fondateur, William H. Mumler aurait, selon sa propre légende, un jour découvert l'esprit de son cousin sur un autoportrait. William H. Mumler plaque tout pour devenir photographe spirit à plein temps et vendre ses photos de fantômes. Et on peut dire que d'un point de vue purement business, il a eu la bonne idée au bon moment. La mode du spiritisme initiée par les Sir Fox a démarré à la fin des années 1840 et les États-Unis sont alors fascinés par l'occulte. Côté clientèle aussi, le timing est parfait. Entre 1861 et 1865, la guerre de sécession fait plus de 600 000 morts. Cela fait donc beaucoup de familles endeuillées, facilement exploitables par les charlatans. Soyons clairs tout de suite, William H. Mumler était un escroc. Il n'a pas découvert par accident la photographie spirit, mais utilise habilement la double exposition. Sur le fameux cliché de lui et son cousin, c'est en réalité lui qui s'est placé à deux endroits différents pour la photo. Mais ses clients y ont cru très longtemps, notamment grâce à l'aide de sa femme Anna Mumler, une célèbre médium. Victime de son succès, William H. Mumler s'est fait beaucoup d'ennemis. Parmi eux se trouvait un homme qu'on ne veut pas vraiment avoir contre soi, l'homme d'affaires Phineas Taylor Barnum. Légende du monde du spectacle et des freak shows, homme d'affaires avisé, Barnum avait les médias dans sa poche et suffisamment de poids pour attirer l'attention de la justice. À la fin des années 1860, il a publiquement accusé Mumler de tirer profit de la souffrance des victimes de la guerre en créant de fausses photos de fantômes. Barnum a assuré que Mumler avait recours à des personnes bien vivantes pour apparaître sur certains clichés et qu'il était entré par effraction dans des maisons pour dérober des photos de personnes décédées pour réaliser des montages. En 1869, William H. Mumler a finalement été traîné en justice pour escroquerie. Barnum a témoigné contre lui, en allant même jusqu'à faire reproduire ses techniques par un autre photographe. Mais cela n'a, étonnamment, pas suffi. Le procureur ne pouvant pas déterminer sans le moindre doute que toutes ces photos étaient truquées, William H. Mumler a été acquitté. Mais le retentissement du procès et les preuves apportées par Barnum ont ruiné sa carrière. Malgré une photo devenue très célèbre sur laquelle Mary Todd Lincoln semble poser avec l'esprit de son mari décédé Abraham Lincoln, Mumler n'a jamais renoué avec le succès de ses débuts. Il est mort en 1884, laissant sa place à d'autres photographes du paranormal.
L'histoire de la photographie spirit ne s'arrête évidemment pas là. D'autres noms et d'autres affaires ont défrayé la chronique à travers les décennies. On peut par exemple citer le grand William Ho, qui a eu l'appui de toute la communauté spirit jusqu'à ce que ses manipulations soient démontrées par son confrère Harry Price dans les années 20. Je vous renvoie également vers la photo de la Dame Brune de Raynham Hall, prise en 1936 et visible dans le livre du Bureau des Mystères. Avec l'arrivée progressive de la photo numérique et de la vidéo, les images de fantômes ont évolué. La double exposition, la simple pareidolie et les traces sur la lentille ont laissé place aux orbes et au trucage sur ordinateur. Aujourd'hui, sur les sites des tabloïds, on trouve régulièrement de nouvelles photos censées prouver l'existence des esprits. Ces clichés ont grandement inspiré les réalisateurs de Shutter. À l'approche de la première demi-heure du film, Tan et Jane se rendent à la rédaction d'un magazine qui publie des photos de fantômes. Sur un mur sont accrochés des dizaines de clichés trouvés dans la presse et sur internet. Il y en a tellement, et leurs sources sont si difficiles à retrouver, que leurs auteurs ne sont pas cités. D'ailleurs, dans le générique, les producteurs de Shutter remercient en avance les possesseurs des images qu'ils n'ont pas pu créditer. En revanche, il y a bien une photo que Bonjong Pisantanakun et Park Pung-wong-pum revendiquent. Sur ce mur de photos apparaît brièvement une image un peu floue, montrant une forme blanche devant une étagère. Il s'agit d'une des plus célèbres captures d'écran provenant des webcams de la bibliothèque Willard. Ce lieu, situé dans l'Indiana aux États-Unis, serait hanté par une dame grise. La légende locale voudrait qu'il s'agisse de Louise Carpenter, la fille du fondateur de la bibliothèque. Repérée pour la première fois à la fin des années 30, elle a été vue pour la dernière fois en 2010. Robinet qui s'ouvre et qui se ferme tout seul, bruit mystérieux, sensation de froid, objets qui se déplacent, odeur de parfum. Les témoignages sont nombreux au sujet de la dame grise de la bibliothèque Willard, à tel point qu'en 1999, une webcam a été mise en place pour permettre aux internautes de la scruter 24 heures sur 24. Présentée comme la première ghost cam, cette idée a depuis été réutilisée un peu partout sur le net. Aujourd'hui, on trouve des vidéos YouTube, des clichés sur les réseaux sociaux et même des streams sur les fantômes. Une profusion qui pourrait rendre un film comme Shutter obsolète, mais ce serait sans compter sur le talent de ces deux réalisateurs. Maintenant qu'on vous a parlé un petit peu du film et surtout des origines du film avec la photographie spirit, ce qui a inspiré le médium qui va nous intéresser dans Shutter, puisque Shutter, si vous n'êtes pas complètement bilingue, ça veut dire obturateur en français, c'est l'obturateur de l'appareil photo. Et c'est d'ailleurs le titre québécois du film. C'est obturateur ? Obturateur, tout à fait. C'est pour ça qu'on aime beaucoup les Québécois. Et ben on va vous parler on va rentrer un peu plus en avant dans le film, hein. Film qui démarre sur un groupe d'amis en soirée de mariage, en fin de soirée de mariage, toutes plein de tables vides autour d'eux, ils discutent, ils sont à la même table. Et il picole, et dans ses amis qui est autour de la table, il y a une femme qui est en couple avec un des jeunes hommes, donc qui s'appelle Jen et Tan. Au retour, c'est la copine qui conduit, elle renverse une femme sur la route, ils rigolent ensemble, ils sont visiblement un petit peu picolés. Son mec lui dit donc du coup Tan de se barrer, il a peur que ça retombe sur eux. Mais évidemment, des phénomènes étranges commencent à les poursuivre à partir du moment où ils ont renversé cette personne. Alors dit comme ça ressemble beaucoup à Souviens-toi l'été dernier. Un film cher à ton cœur d'ailleurs, Mathias. Oui, ouais, j'adore Souviens-toi l'été dernier. En l'occurrence, ça va pas du tout être la même limonade. Voilà. Autant je passe toujours des bons moments de Souviens-toi l'été dernier, parce que c'est un film un peu doudou pour moi, qui me fait pas peur jamais, mais que je trouve très divertissant. Là, en l'occurrence, sur Shutter, on préfère vous prévenir, si vous l'avez pas encore vu, déjà allez le voir maintenant, parce qu'on va spoiler à mort pendant tout l'épisode. Donc allez le voir tout de suite. Mais je préfère vous prévenir, ça fait un peu peur quand même, Shutter. Ça fait un peu plus peur, puisque les phénomènes étranges vont se poursuivre, mais autour de l'activité de Tan, il est photographe freelance. Et ce qui semble être, du coup, un fantôme commence à hanter petit à petit ses photos. On découvrirait évidemment plus tard dans le film que cette apparition n'est pas anodine et les secrets du coup de certains personnages vont être révélés et expliquent, on va dire, le pourquoi de la hantise. Pour ce qui est de la fiche technique, on a affaire, comme on le disait en première partie, à deux réalisateurs, un duo de réalisateurs, Bonjong Pisantanakun et Park Pung-wong-pum. Ce sont eux aussi qui sont à l'origine du script, avec un troisième compère, Sopon Sukdapisit. Le film dure une petite heure et demie. Il est assez dense. Le couple est joué par le couple principal qui va être vraiment au centre de l'action, parce que même s'il y a un groupe d'amis qui est en soirée au début, ça va pas se décanter comme
comme Souviens-toi l'été dernier, on va pas avoir un focus sur les différents personnages. Là, on va surtout être sur le couple, et c'est vraiment eux qui vont occuper l'écran du début à la fin du film. Ce couple, du coup, est joué par Ananda Everingham, pour le bonhomme, et alors, pas falloir m'en vouloir pour la prononciation, Natawiranuk Tongmi pour la jeune femme. Et le fantôme, quant à lui, on va le voir un petit peu, on va le voir surtout dans la deuxième partie du film, s'appelle Natre et est joué par Achita Sikamana. Pour ce qui est du coup de ce casting, puisque je vous donne des noms là, mais je ne les connaissais pas vraiment avant de regarder ce film, faut savoir que aucun de ces acteurs et de ces actrices n'a vraiment percé à l'international. Celui qui a eu la plus grosse carrière, c'est Ananda Everingham, et il a eu une carrière surtout en Thaïlande. Il a eu une bonne carrière, il a toujours une bonne carrière en Thaïlande, puisque le film date uniquement de 2004, il est pas si vieux. Ce qui s'explique sans doute en partie par sa bonne gueule. Il a vraiment une gueule d'acteur beau gosse de cinéma. Il joue le beau gosse, exactement, ouais. Pourtant, le film a bien fonctionné en Thaïlande, puisqu'il a été numéro 1 du box-office dans le pays pour sa semaine de sortie, et la semaine suivante. Et il est même arrivé 5e plus gros succès de l'année 2004 en Thaïlande, devant des films comme iRobot ou Hellboy, mais loin derrière Spider-Man, puisque c'est Spider-Man 2 à l'époque qui avait un petit peu tout raflé dans le box-office mondial, dont en Thaïlande. Mais du coup, 5e plus gros succès de l'année, et sans doute peut-être plus gros succès pour un film thaïlandais, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y ait eu des films thaïlandais qui aient mieux marché que lui cette année-là. Donc malgré ce succès-là, chose on va dire un petit peu étonnante, ils n'ont pas particulièrement percé à l'international, ces acteurs et ces actrices, alors que, on va le voir aussi dans le film, il y a quand même pas mal de talent dans l'acting de ce film. C'est plutôt les réalisateurs, en fait, j'ai l'impression, qui ont percé, puisqu'ils ont fait un deuxième film dont on va parler qui s'appelle Alone, mais surtout est-ce qu'ils ont vraiment percé? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils sont pas forcément réalisateurs de longs métrages, ils en ont pas fait énormément, mais en fait, on les ressort régulièrement parce que Shutter a été vraiment un gros carton, et Alone a très bien performé aussi en Thaïlande. On les ressort assez régulièrement parce que dès que en période d'Halloween par exemple, il y a des articles qui sont faits sur l'horreur thaï, etc. Et ils sont souvent en intervenant, ils sont souvent là pour citer. J'ai l'impression qu'ils sont assez disponibles en fait. Et ils ont fait des trucs, genre il y avait à Universal Studios en Asie, il y avait eu des Horror Nights où ils avaient participé pour faire justement des événements au cours des Horror Nights. Donc en fait, voilà, c'est des gens qui ont une certaine popularité, j'ai l'impression, les réalisateurs, même si effectivement ils font pas énormément de films. Ils font pas énormément de films, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils étaient très jeunes au moment de la réalisation de Shutter en 2004, enfin en 2003 du coup, le film sort en 2004. Ils avaient 23 et 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est leur premier long métrage, ils avaient fait des cours avant ça, mais c'est leur premier long métrage. Et ils vont revenir ensuite vers du court métrage, puisqu'ils vont participer aux anthologies Phobia et Phobia 2, mais oui, c'est leur premier long métrage. Il y a des influences, on reviendra dessus plus tard, mais il y a des inspirations, enfin je sais pas si on peut dire inspiration dans le cas de Souviens-toi l'été dernier, mais on a quand même un peu l'impression. Il y a des imprégnations de la J-horror sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Ce qui explique sans doute en partie le succès international du film, puisque le après, film... Est-ce qu'il y a eu un réel gros succès international? Parce que si je dis pas de bêtises, c'était box-office, c'était 2,5 millions en Thaïlande et 7 millions de recettes à l'international. Est-ce qu'on peut dire que c'est un énorme succès? Alors non, pas un succès populaire, c'est-à-dire que ça n'a pas eu un succès en salle, puisqu'il est très peu sorti effectivement à l'international. Ouais. En revanche, un succès critique et un succès auprès des producteurs internationaux, qui a fait qu'il a eu le droit à 3 remakes, dont le remake américain dont on parlera, qui n'est pas bon, mais bon, on en reparlera plus tard. Remake qui d'ailleurs, on peut le préciser maintenant, s'appelle Spirits en français, mais si je dis pas de bêtises, en anglais, il s'appelle aussi Shutter. Oui, et toujours Obturateur en québécois. Donc on peut remercier pour une fois la mauvaise traduction française ou cette volonté de traduire, parce que nous, ça nous permet de les différencier. Différencier un bon film d'un moins bon film grâce au nom Shutter et Spirits, ce qui est beaucoup plus difficile pour nos amis anglophones. Donc c'est complètement absurde ce titre, puisque Spirits au pluriel, alors qu'on a un seul esprit dans ce film. Oui, bon, on sera pas la seule absurdité de ce film, malheureusement. Pour ce qui est du film en lui-même, de rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Donc c'est un film, comme je vous ai dit, on démarre comme ça avec ce couple d'amis, ce couple avec des amis, dont le copain du coup est photographe freelance, et le film va avoir toute une première partie sur son activité de photographe freelance, chose que j'ai trouvé assez maligne, parce que ça va pas être juste pour nous présenter le personnage, c'est pas seulement des scènes d'exposition, c'est aussi des scènes bien écrites de présentation technique de ce qu'est la photographie.
C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de trucs intéressants dans ce film sur la photographie en général. On va avoir un petit bout de cours universitaire pour nous placer le truc. Alors c'est un procédé évidemment assez classique. Jen suit quelques cours universitaires et il se trouve qu'elle a des cours de photographie où on nous explique que ce n'est pas qu'une reproduction du réel, mais une image travaillée, donc avec une vision, et que du coup c'est assez intéressant quand on sait que du coup il va commencer à avoir des apparitions, c'est-à-dire que la photographie du coup n'est pas que reproduction du réel, n'est pas que reproduction de ce qu'on voit, mais il y a quelque chose de l'ordre du point de vue à l'intérieur, et que si sur ces photos à lui il y a une apparition, du coup ce n'est pas anodin. La photographie n'a pas aussi, et c'est précisé que la photographie du coup ne fait pas office forcément de preuve dans ce cours universitaire. On voit des manipulations par Photoshop, on voit des manipulations plus manuelles. Il y a tout ce truc, tous ces environnements orientés vers la photo, à savoir son petit labo en lumière rouge qui est dans sa salle de bain. Il a dans son appartement à Tan et à Jen, dans leur appartement, il y a cette petite pièce en lumière rouge. Il y a le cours universitaire dans lequel on parle de photo. Il y a de temps en temps il va faire développer chez quelqu'un. Là aussi ce sera l'occasion d'échanges un petit peu techniques autour de la photo. Et en fait j'ai bien aimé dans cette première partie de film. Même si, perso, j'ai fait un petit peu de photo argentique, donc c'est pas question d'apprendre des trucs, mais il y a un côté didactique. Il y a un côté très didactique qui fait que, même si, vous êtes complètement éloigné de l'univers de la photographie et surtout de la photographie argentique, parce que c'est de ça qu'il est question ici, vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir, on se pose toujours la question quand on s'intéresse un peu à la photographie argentique et la photographie spirit, disant mais il y a des appareils photo qui permettent de ne pas truquer ou qui rendent les images plus difficilement trucables, ce sont les polaroïdes, puisque les polaroïdes, il n'y a pas de négatif. L'image est directement imprimée sur le papier photo. On peut toujours évidemment truquer la lentille, mais on peut pas faire de post-prod sur une photographie Polaroid. Là, c'est évoqué dans le film. Il y a tout un tas de petits trucs comme ça, et qui vont être utilisés, et c'est là que c'est très malin, qui vont être utilisés plus tard dans le récit. Dans le récit, à savoir que, le Polaroid, la fonction de Polaroid, l'objet Polaroid sera utilisé, du coup, à des fins de preuve, pour éviter d'avoir des images truquées. Et je trouvais ça particulièrement malin, que ce soit tout bien expliqué comme ça au début, sans être lourd. C'est par petites touches, on a un propos un petit peu didactique, de la même manière qu'il y a à un moment donné une discussion avec un rédac chef type nouveau détective. Je saurais pas trop le qualifier autrement, j'ai eu l'impression de voir c'est un peu le nouveau détective du paranormal, un petit peu. Ouais, c'est exactement ça, c'est le nouveau détective paranormal. C'est plus paranormal que crime, qui leur explique que ses clients sont pas contre voir des photos truquées, qui veulent du sensationnalisme, et il y a tout un discours sur la photo spirit en fait, sur le fait qu'on assume qu'il y ait tout un tas de photos qui soient truquées, mais qu'en même temps il y en a certaines qui ne le sont pas, puisque même lui en fait on se rend compte au final, ce rédacteur en chef, qui croit aux fantômes. Donc finalement je trouve qu'il y a un discours assez fin mais clair sur notre rapport aux images en général, et sur nos croyances et la croyance qu'on met dans les images, et aussi sur le travail d'interprétation de ce qu'on voit sur les images. Et je trouve qu'ils arrivent à maintenir une petite tension là-dedans, en nous expliquant bien, et on sent aussi que ce sont quand même des jeunes réalisateurs qui ont intégré aussi peut-être certains éléments de leur cours de ciné dans le film. Dans le making-of, ils précisent qu'ils ont aussi fait appel à des universitaires, justement pour en partie écrire ces parties-là du film, et je trouvais ça vraiment riche et vraiment bienvenu en fait. Ça posait bien le cadre, sans jeu de mots. On sent que c'est vraiment des passionnés de l'image, et qu'ils ont une vraie volonté de partager ça avec le public, même avec des néophytes complets. Moi par exemple, j'y connais absolument rien en photo, et encore moins en photo argentique, et c'est vrai que le film, comme tu le dis, arrive bien à prendre par la main ces gens comme moi qui n'y connaissent rien, et à nous expliquer tout ce dont on a besoin pour comprendre la suite du film, sans que ce soit lourd. Effectivement, toute la première partie est très fluide, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie. En fait, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie du tout pendant le film, pendant cette... Ouais, oui, c'est 1h30, comme pas, tu le disais. Il est vraiment... C'est très condensé, en 1h30, il n'y a pas de moment de pause, quoi. Et ces moments qui auraient pu être chiants, en nous montrant effectivement un universitaire qui parle, tu te dis, bon, ça pourrait être un peu lourd. En fait, non, là, la mise en scène et le montage font que ça passe très très bien. Donc, on en ressort, non seulement en ayant eu quelques flips de ce film, mais en plus en ayant appris des trucs, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai, non, il y a tous ces petits moments où en plus ça sert à l'horreur, c'est vraiment pas que dire que c'est entremêlé, ce discours didactique est entremêlé de petits jumpscares, de moments de tension, petits jumpscares, de gros jumpscares par moment. Ouais, il y en a un ou deux que j'ai trouvé particulièrement bienvenus. C'est un des reproches qu'on fait au film d'ailleurs, qu'il repose quasi exclusivement sur les jumpscares. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il repose pas mal sur des jumpscares, il y a beaucoup de jumpscares qui sont très efficaces, mais en l'occurrence, il faut savoir différencier des bons jumpscares et des mauvais jumpscares. Le mauvais jumpscare pour moi étant un truc où il n'y a pas lieu d'avoir peur, mais d'un coup on te met la musique très fort et on te fait un gros zoom pour que tu sursautes, et c'est plus agaçant qu'autre chose. En revanche, dans Shutter, je trouve que
j'ai pas le souvenir d'avoir eu un jumpscare qui n'était pas justifié. Non, c'est ça. Ils arrivent au bon moment, et puis ça arrive après des moments de tension, ça arrive, il y a des climax, il y a des choses comme ça, donc non, j'ai pas trouvé ça... Il y a des entourloupes aussi, il y a des moments où tu t'attends vraiment pas à ce qu'il y en ait un, des moments où tu t'attends à ce qu'il y en ait un et il y en a pas. Ouais. C'est très... en fait, c'est des codes que nous, on aime bien dans le cinéma de James Wan, par exemple, cette manière de tirer l'attention et parfois de nous cueillir au moment où on s'y attend le moins. Bah là, on le retrouve aussi là-dedans, bien des années avant, du coup. Ouais. Et du coup, voilà, ouais, donc pour terminer sur ça, quand il dit, on le voit littéralement sur les images que lui estime hantées, il va faire des agrandissements. Il va être dans son laboratoire, il va faire des agrandissements. Et on voit comment il fait ses agrandissements. C'est plongé dans le révélateur. Alors, le papier exposé qui est plongé dans le révélateur, là, il y a un petit temps, c'est pas en temps réel, c'est accéléré. Normalement, ça prend, ça peut prendre 1 ou 2 minutes à révéler. Là, évidemment, on a un effet accélérateur pour pas créer de lenteur. Mais j'ai trouvé que tout ça fonctionnait très bien. Et pareil, quand il va chez la personne chez qui il fait développer ses photos, chez le professionnel, et que il dit mais c'est pas ta machine qui déconne, non regarde c'est ton appareil ou c'est ton objet. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'en fait qui rendent le film crédible. Et j'ai trouvé ça assez fort. C'est bien écrit et ça m'a jamais, je suis jamais sorti du truc en me disant ah non là quand même ils abusent. Alors que on reviendra plus tard dans Spirit. Ah oui, ça, c'est pas dans le cas. Spirit ils reprennent un petit peu ça, mais ils s'embarrassent un peu moins quand même. C'est ça. Et comme tu disais, cette force-là qu'on a avec ce discours sur l'image, sur la photographie, c'est d'apporter énormément de réel au film et d'apporter beaucoup de cohérence. Et c'est un des points forts du film parce que les personnages également, même jusque dans leurs décisions qui sont pas toujours heureuses par moments dans le film, sont toujours cohérents et sont toujours plus ou moins réalistes, je trouve. Ouais, y a pas de réaction bête. Voilà, il y a aucun moment où on voit les personnages et on se dit mais pourquoi ils font ça ? En fait, même quand ils font des bêtises, on comprend pourquoi ils les font. Et je trouve que c'est une des forces du film, ça, c'est de nous mettre vraiment à côté des personnages et de comprendre leur motivation et de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment ils vont prendre cette décision qui n'est pas la bonne. Donc je trouve ça assez fort. Ce qui n'est pas malheureusement pas le cas dans tous les films d'horreur qu'on a vus. Enfin, ça paraît essentiel de comprendre les intentions d'un personnage et de comprendre ses choix, mais ce n'est pas présent dans tous les films d'horreur qu'on voit malheureusement. Donc c'est important de le souligner dans celui-là. Ouais, c'est aussi un film qui a plein de bonnes idées de mise en scène et qui a des séquences assez fortes d'ailleurs. Oui, moi il y a une scène de cauchemar qui m'avait mis. Alors je rappelle, on spoil à mort, donc voilà, on va spoiler des scènes assez marquantes. En fait, c'est une des premières fois où on voit vraiment Natre le fantôme, qui sort du bac photo dans la chambre noire dans un délire très The Ring en fait. Très The Ring, très J-horror, une grosse influence, j'ai l'impression quand même J-horror. Natre est un peu un petit caractère Onryo, on va dire. C'est ça, là ça se passe dans la chambre noire, donc vraiment avec cette lumière rouge assez présente, et il y a cet évier dans lequel, donc là c'est l'évier normal de l'eau classique. C'est l'évier d'eau dans lequel on trempe les photos à la fin pour enlever les produits et arrêter l'effet de révélateur, Et là d'un coup on voit des cheveux qui apparaissent, donc c'est les cheveux noirs typiques du fantôme asiatique, et petit à petit il y a le visage de Natre qui sort du bac photo. C'est horrible, surtout que ça se poursuit ensuite avec Jane qui court, qui perd ses dents, qui a la bouche pleine de sang, et là on comprend petit à petit que c'est un rêve. C'est une scène mais hyper glaçante. Ouais, c'est des scènes, il y a quelques effets comme ça de mise en scène. Moi, c'est qui m'a une de celles qui m'a le plus marqué, c'est la scène des flashs. Ah oui. Disons, pour gagner sa vie, Tan, donc est photographe freelance, et il fait notamment, là en l'occurrence, des commandes pour des photos de jeunes mariés, des photos, pas de mariage sur place, mais des photos de couples en studio. Et après une petite séance comme ça avec un couple de jeunes mariés, il dit à son assistant vas-y raccompagne-les jusqu'à la porte. Il est tout seul dans son studio, là la lumière s'éteint, les flashs se déclenchent et les flashs en fait sont l'occasion de voir du coup à chaque fois Natre qui est derrière lui, à côté de lui, qui active un petit peu tout ça. Scène reprise quasiment telle quelle dans Spirit en version un petit peu plus ratée. Et j'ai trouvé comme ça fait partie de ces scènes qui sont marquantes dans le film et qui posent comme ça des petits qui sont des espèces de petits pics, des fulgurances en fait, des petites fulgurances dans le film, mais qui sont ces fulgurances qui sont pas rares. C'est-à-dire que ce sera pas la seule fulgurance du film, et il y en aura d'autres et ça va venir rythmer comme ça le film, c'est vraiment très chouette. Rien que la manière dont les formes blanches se précisent petit à petit sur les photos, c'est très bien fait par exemple. Et moi il y a une autre scène où, comme tu le disais, en fait, l'importance du Polaroid dans le film, puisque le Polaroid, on ne peut quasiment pas le truquer. En fait, Jane va finir par s'en servir pour prendre des photos
dans un endroit qu'elle pense hanté pour essayer de faire en sorte que Natre apparaisse dessus. Et déjà rien que cette scène de recherche, je trouve, où elle prend des polaroïdes un petit peu partout dans l'école, est super bien faite. Il y a une montée en tension progressive qui est hyper réussie. Et ça nous indique aussi que c'est un personnage qui est très malin, Jen, parce que Jen, c'est pas, elle est pas professionnelle de la photo, on voit qu'elle a quelques connaissances, mais quand elle entend, on peut pas truquer les polaroïdes, et en plus les photos arrivent de suite, il y a un côté, c'est vraiment très malin, j'ai vraiment aimé ça, très immédiat dans l'action, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des photos et voir le résultat au bout de quelques secondes. Elle prend une photo, elle voit le résultat, elle avance comme ça et elle voit le résultat un petit peu en temps réel. Et ouais, je trouvais ça indique que le personnage est malin, plus ça rythme excellemment bien l'action. En fait, à partir du moment où ils comprennent que ok, il y a un fantôme, ils vont vraiment démarrer une enquête. Enfin, surtout Jane va Surtout vraiment Jane, démarrer ouais. une réelle enquête, en partant du principe que ok, je cherche pas une personne disparue, je cherche un fantôme. Et donc, comment est-ce que je cherche un fantôme? Et là, elle va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de le retrouver, de comprendre ce qu'il veut, de découvrir son identité. Et d'ailleurs, le reveal sur son identité est assez fou. C'est un des nombreux rebondissements du film. Il y a beaucoup de twists qui rythment énormément. En 1h30, il y en a pas mal. Hein. Twist, d'ailleurs, la révélation de son identité, c'est un twist qui se fait en 2 fois. Et ça, c'est d'autant plus malin, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le twist un petit peu de milieu 3/4 de film. Oui, il s'agissait de telle personne. Alors, il se trouve que c'est Tan, le copain de Jen, qui connaissait, en fait, Natre. Mais on apprend dans un premier temps qu'ils la connaissaient, qu'ils étaient proches, qu'ils sont sortis ensemble, qu'il y a eu un problème. Mais on sent on sent pas particulièrement d'ailleurs qu'il ne dit pas tout. Pourtant, il ne dit pas tout. Il y a encore un voile de secret sur ce souvenir. Et ce voile de secret ne sera levé qu'à la fin du film, et c'est là qu'on voit que il était aussi très manipulateur, quand même, Tan, puisqu'il va y avoir comme ça ces secrets qui vont se voir un petit peu révélés. Ça aussi, j'ai trouvé ça malin parce que, personnellement, je me suis bien fait, entre guillemets, bananer par le film. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce type de révélation encore à la fin. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des couches comme ça qui se rajoutent et que lui n'ait pas tout dit. On a l'impression comme ça, quand il fait sa petite révélation à Jen, que ça y est, il a livré son secret, il connaissait le fantôme, il connaissait la personne décédée. Et en fait, non, il y a encore d'autres choses derrière, et j'ai trouvé ça plutôt... La personne décédée ou pas, qui est à un autre moment du film. En fait, il y a vraiment ces 2 gros reveals dans le film, mais il y en a d'autres en cours de route. Et il y en a un au moment où on se posait la question, mais attendez, est-ce que Natre c'est un fantôme ou est-ce que la personne n'est pas morte et leur joue des tours? Et donc il y a tous ces moments de tension qu'on a un petit peu, notamment une scène atroce qui se passe chez la mère de Natre, ce qui retrouve un moment la mère de Natre, et toute cette scène-là est fabuleuse. Donc c'est une autre scène aussi, une autre grande scène de tension du film. Donc voilà. Tout le film est rythmé comme ça par des petits twists, des petites révélations qui s'accumulent et qui font, au final, je trouve, un grand film. C'est un film qui, j'ai l'impression, alors je l'ai regardé 2 fois, pour confirmer un petit peu, savoir si ce que j'avais eu l'impression de voir au premier visionnage se confirmait au deuxième. C'est un film qui s'accélère, dire que après avoir exposé un petit peu les enjeux, les personnages, le discours sur la photo, tout ça, qui va s'accélérer, ça s'accélère jusqu'au dernier quart d'heure, dernières 20 minutes, où là le film explose et on a davantage d'action et de conséquences. Mais du coup, ouais, c'est vrai que il y a cet effet comme ça un peu d'accélération jusqu'à l'explosion, qui est particulièrement chouette. Autre scène à la mise en scène que j'ai trouvé très réussie, et j'étais très contente de voir comment ils avaient fait en making of, c'était la scène de suicide d'un des jeunes avec qui ils étaient au mariage, c'est-à-dire la tablée de copains au mariage dans la scène d'intro. Comme je disais, c'est pas comme dans Souviens-toi l'été dernier, on va plus trop les voir après. Et ça, c'est peut-être le truc qui m'a peut-être le plus dérangé, c'était que le film se concentrant très fortement sur le couple, les 3 autres copains, dont le marié, le jeune marié, on va pas trop les voir, et on va apprendre par la bouche de la jeune mariée désormais veuve que ses copains se sont suicidés. Sauf que c'est très étrange qu'il l'ait pas appris autrement, qu'il l'ait pas appris par un de ses potes ou par des amis en commun ou autre. Ça, je trouvais ça un tout petit peu étrange que ce soit qu'il arrive comme ça en disant « Ah mais tu n'as pas vu, 2 de tes copains sont jetés par la fenêtre ». J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Mais la scène où du coup leur copain, qui je crois est le jeune marié, si je dis pas de bêtises, c'est Ton, oui. Qui se jette par la fenêtre, c'est un petit plan séquence qui est particulièrement bien fichu, puisque il est dans Tan est dans l'appartement avec Ton. Alors il faut pas confondre, hein. Tan c'est le personnage principal, on va dire, avec Jen, et Ton c'est leur ami. Tan est dans l'appartement de Ton, et il y a un moment donné où il va le quitter un petit peu des yeux, il va regarder une photo ou une pellicule, ou je sais plus, son attention va être attirée par quelque chose, et là on va voir Ton disparaître dans l'arrière-plan pour réapparaître sur le balcon
et se jeter comme ça d'un coup du balcon. Et en un plan séquence, d'un seul tenant, la caméra va suivre Tan, ça va être derrière lui, et il va arriver sur le balcon, et va passer au-dessus de sa tête pour voir le résultat de Ton qui a chuté du balcon et qui s'est retrouvé en bas dans la voiture. Alors c'est vachement impressionnant comme scène, et c'est vachement efficace, et on voit évidemment en making of comment ils ont fait, à savoir qu'ils ont effacé numériquement un câble qui tenait un cascadeur qui a été récupéré à l'étage du dessous. Et évidemment le faux corps avait été placé sur la voiture en amont, en bas, et c'est vachement bien fait. Et on a l'impression comme ça quand même ils ont réussi à se débrouiller à faire des scènes très marquantes avec finalement pas grand chose sous la main, hein, parce que c'est un peu fait parfois avec les certaines séquences sont un peu faites avec les moyens du bord. Ah non, ils avaient pas un budget de fou, et justement c'est pour ça que ils ont dû faire appel à toutes leurs idées de mise en scène pour essayer de rendre ce film intéressant. Et c'est très réussi. Avec pas énormément de budget, ils arrivent à te faire des choses qui fonctionnent super bien avec des très bonnes idées, quoi. Tu vois, par exemple, à un moment, il y a une scène de course-poursuite à l'hôpital, où t'as une espèce d'escalier sans fin qui ramène toujours Tan au 4e étage, donc le 4e étage. On en avait parlé dans l'épisode avec la librairie Yokai, mais en gros, dans la culture asiatique, 4 est symbole de mort. Ah, d'accord, est-ce que c'est lié à une prononciation du chiffre ou Oui, je crois que c'est la prononciation chinoise, il me semble, de 4, qui est quasiment la même que la mort. Enfin, il y a un truc comme ça. Okay. Il me semble que c'est ça, je dis peut-être des conneries. Vous réécouterez l'épisode avec la librairie Yokai qui en parlait bien mieux que nous. Donc, c'était l'épisode sur The Grudge. Ils en parlaient bien mieux que nous, ils sont beaucoup plus calés sur la question. J'avoue que j'ai un peu oublié, mais ouais, je crois qu'il y a un rapport avec la prononciation. Et donc voilà, Tan, en fait, à chaque fois, il part dans l'escalier, il descend ou il le monte, mais il arrive toujours au 4e étage. Et c'est con, mais ça fonctionne super bien. En fait, il essaye de fuir le fantôme de Natre qui le poursuit dans l'hôpital, et à chaque fois, il lui retombe dessus, quoi. Et rien que ça, c'est dans leur appartement, c'est près de leur appartement. Ah non, t'as raison, c'est dans l'hôpital. C'est dans l'hôpital, ouais. Et en fait, ça clairement, ça coûte rien, parce qu'en fait, tu fais des cuts et tu prends 2 étages d'un endroit, et tu mets juste 2x4, quoi. C'est assez simple, tu vois, à filmer, ça demande pas énormément de budget. Mais encore même pas, il y a même pas besoin de mettre 2x4, hein. Ils le font descendre 2 fois du même étage et ils montent, hein. Oui, c'est vrai, tu peux le faire, si tu fais les cuts au bon moment, tu peux, oui, complètement. Mais bon, même si tu voulais le faire en simili plan séquence, t'as juste à prendre un immeuble et à mettre 4 à chaque étage, et puis voilà, quoi. Donc c'est pas très compliqué. Mais ça fonctionne super bien, quoi. Mais pareil, après, bon, ça c'est un peu plus impressionnant, mais toujours à l'hôpital, t'as cette scène où ils sont en extérieur, où il pleut à mort et où ils descendent d'une échelle. Une vraie scène d'action pour le coup. Ouais, c'est un peu la grosse scène typique de film d'action du film, en fait, hein. Et d'ailleurs qui a été tourné avec de la vraie pluie, hein, c'est pas rajouté numériquement. Alors donc je crois que ça a été tourné avec de la vraie pluie, ouais, et puis surtout ça a été tourné, c'est l'acteur principal dont j'ai mangé le nom, Ananda, qui a fait toutes ces cascades. Et du coup ça offre beaucoup d'options de réalisation, et c'est vrai que c'est assez chouette. Et c'est aussi l'actrice qui joue Natre qu'on voit descendre l'escalier dans cette position-là, qui a d'ailleurs eu des petits problèmes, parce que je crois qu'il y avait tellement d'eau froide qui balançait sur le tournage pour faire la pluie que la pauvre, elle a été un petit peu malade. D'accord. En même temps, tu descends un immeuble... ouais... ils sont allés un petit peu fort en robe de chambre, c'est un peu vénère. Sur les cascades, ils sont allés peut-être un petit peu fort parce qu'apparemment à plusieurs reprises, il y en a qui ont failli notamment Ananda, quand il y a quelque chose à un moment donné qui tombe de l'immeuble pendant qu'il est en train de descendre par l'échelle. Apparemment, c'est passé très 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 près de sa tête. De la même manière, quand ils ont le premier accident de voiture, quand ils voient Natre sur la route et qu'ils foncent dans un panneau, si vous regardez bien, la caméra est derrière le panneau et le panneau tombe et l'image se floute sur la voiture. C'est parce qu'en fait, le panneau est tombé sur le caméraman. Et qu'ils ont gardé ce plan. Parce que, en effet, ça rend un effet un peu stylé de, hop, ça tombe sur la voiture qui est floue. Mais dans le making-of, ils expliquent bien que, oui, il y a eu un petit souci technique, le panneau est pas tombé comme il aurait fallu tomber. Et c'est le caméraman derrière, heureusement qu'il en a fait les frais, mais pas trop, hein, il a pas été gravement blessé. Mais donc voilà, il y a tout plein de petits trucs comme ça, hein, malheureusement, qui ont fait que le tournage a aussi connu ces petites frayeurs. Est-ce que t'avais d'autres scènes marquantes, Mathias ? Oui, évidemment le reveal final, mais bon, on a dit qu'on spoilait, mais vraiment au cas où il y a des gens qui se sont dit non, je m'en fous, je continue parce que on sait jamais. Je ne le dirai pas du coup. Tu le dirais pas ? D'accord. Okay. Non, je le dirai pas parce que je sais qu'il y a des gens à qui on dit des fois que on va spoiler, faites attention, et qui écoutent quand même. Là, j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu pour le coup. C'est le dernier kick qui m'a un peu eu, un petit peu comme sur Sleepaway Camp que j'avais recommandé. Une dernière image qui m'avait vraiment marqué. Là, en l'occurrence, voilà, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle.
Si vous l'avez pas vu et que vous êtes resté là malgré nos nombreux avertissements, je ne vous le dirai pas, allez voir ce film. Eh bien, écoute, très bien. Pour ce qui est des influences thaï et asiatiques en général, le film a, comme je disais tout à l'heure, un petit côté Yurei Ega quand même. Hein. Natre, elle pourrait être assimilée à un Onryo. Alors je sais pas si la référence est volontaire, parce que ça arrive quand même après The Ring, après Ju-on. Alors on va peut-être repréciser vite fait, parce que Oui. tout le monde n'a peut-être pas écouté l'épisode sur The Grudge, très bon épisode avec Rimuru Ukai, je vous le rappelle. En fait, le Onryo, donc c'est l'esprit vengeur japonais, donc c'est quelque chose, c'est un esprit souvent c'est cet esprit assez typique de femmes aux longs cheveux noirs en robe blanche. Ça, c'est exactement ça, et c'est ça qui fait penser en fait, c'est que là encore l'esprit vengeur, et je sais pas si c'est un truc qui est commun à beaucoup de pays d'Asie comme ça, mais j'ai l'impression que la figure horrifique, la figure vengeresse est très 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 souvent incarnée par une femme. J'ai pas souvenir comme ça d'avoir vu des Onryo hommes, ou d'avoir eu comme ça des films centrés sur des esprits vengeurs masculins. Alors c'est moins le cas, et souvent ils sont pas centrés dessus. C'est vrai que dans The Grudge, par exemple, tu pourrais partir du principe que le fils le petit garçon qu'on voit dans The Grudge est un Onryo. Toshio est un Onryo, ou que le père de Toshio peut aussi potentiellement être considéré comme un Onryo. C'est un esprit nourri par la colère. Donc ça pourrait ça pourrait être des exemples de Onryo masculins. Parce que ça s'est pas exercé sur le père de Toshio, c'est le père de Toshio qui a exercé la violence. Oui, mais en fait c'est le Onryo se nourrit majoritairement c'est sur la vengeance, mais se nourrit de la haine. C'est un esprit de la haine. Donc là ça pourrait correspondre, même si clairement Toshio correspond plus à la définition classique qu'on pourrait avoir du Onryo, et surtout sa mère. Mais oui, c'est vrai que souvent dans le cinéma asiatique, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est souvent représenté par une femme. Et ça peut être donc des Onryo, donc des esprits vengeurs qui donc là appartiennent vraiment au champ du fantôme, ou ça peut être autre chose. Par exemple, j'avais vu un film qui s'appelait Revenge of the Pontianak, qui donc parle du Pontianak, une autre créature du folklore qui est un peu plus proche du vampire. Et pareil, ce sont toujours des femmes. Les Phi-pub en Thaïlande sont régulièrement, sont souvent des femmes aussi. Il y a des hommes aussi en Phi-pub. Hein. C'est ça que je pensais. C'est au Phi-pub thaïlandais dont je me souviens que quand même il avait quand même une forme qui rappelait celle des cheveux longs. Complètement. Et puis j'en parlais dans le Bureau des Mystères. On a aussi le personnage de Pimak, de Maenak, qui est donc un esprit qui est assez proche aussi du Vegombel en Indonésie, qui est aussi une femme, qui sont des personnages de mères qui sont mortes avec leurs enfants. Donc ouais, grosse référence quand même à la J-horror, et références qui vont se transformer en plus que des références, malheureusement, pour Spirit, sur lequel on reviendra plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que t'avais Oui, c'est en fait, j'ai pas vu assez de films thaïlandais pour me faire un avis général là-dessus, mais en tout cas sur les films de Park Bong-joon et de Bong Joon-Pisanthanakun, donc qui sont Alone et Shutter, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une raison à la persécution des personnages principaux. Le fantôme dans ces films-là, et enfin dans ces deux films, j'allais dire souvent non, dans ces deux films, c'est une représentation de la culpabilité qui te rattrape, du sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de films d'horreur quand même. Souviens-toi l'été dernier, c'est ça. Il y a pas mal de films pour lesquels c'est le cas. Mais là, ça prend une forme particulière quand même. Ça a l'air d'être beaucoup plus profond. On rentre vraiment dans la psychiatrie. C'est pas on a fait juste un événement une fois et tu vois, dans Souviens-toi l'été dernier, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment un petit peu plus léger peut-être que là. Ouais. Alors que là, par exemple, dans Alone, j'y reviendrai, mais il y a un personnage de psychiatre à un moment qui dit à l'héroïne qu'elle pense être hantée par sa sœur, qu'elle pense être hantée, et non pas qu'elle est hantée, qu'elle pense être hantée par sa sœur, parce qu'elle s'en veut pour sa mort. Et à la fin de Alone, il y a aussi une morale assez similaire à celle de Shutter. Donc voilà, c'est des choses que j'ai vues dans ces deux films-là, que je n'ai pas ressenti forcément dans tous les films thaïlandais que j'ai vus d'horreur, puisque j'ai vu Pimak et donc j'ai vu Maenak aussi, qui sont deux films inspirés de la légende de Maenak, j'en avais parlé dans le Bureau des Mystères, qui là aborde pas ce sujet, mais en même temps on n'est pas sur le thème de l'esprit vengeur, on est sur d'autres thèmes. Donc voilà, je sais pas si c'est typique cette importance du karma dans l'horror Thaï, mais en tout cas dans ces deux films là c'est quelque chose qui est très prégnant. Oui, puis c'est vrai que l'Onryo au final c'est jamais qu'un retour de karma. Hein. Oui, bah c'est complètement ça. Alors après le Onryo ne s'attaque pas forcément qu'aux personnes qui lui ont fait du mal. Ah, alors que là oui.
Alors que là, dans Shutter, c'est clairement le cas. Dans The Grudge, le Onryo s'attaque à toutes les personnes qui entrent dans sa maison, qui ne lui ont pas nécessairement fait du mal. Alors, il y a une notion, surtout dans les versions japonaises, dans les versions Ju-On de The Grudge, donc les Ju-On originaux, il y a plus cette notion-là de punition. De personnages qui ont fait des mauvaises actions et qui sont punis. C'est très présent notamment dans Ju-On 2. Mais là c'est vraiment mais c'est pas au centre du récit. Alors que là, sur ces deux films-là, sur Alone et Shutter, c'est vraiment au centre du récit. C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres pans du cinéma, même à la télévision, parce que il y a longtemps, je sais plus si je l'avais recommandé publiquement ou juste à toi, j'avais vu la série Folklore, qui est une série de HBO Asia. Je crois que tu me l'avais recommandé qu'à moi. Ah bah je t'en ai Si du coup je vais en parler à tout le monde. Folklore, c'est une série de HBO Asia où en fait chaque épisode est un espèce de téléfilm qui est réalisé par une personne originaire d'un pays différent d'Asie à chaque fois. Et à chaque fois, la personne qui réalise va explorer un monstre ou un fantôme typique de son folklore. Donc il y a l'épisode que moi j'avais beaucoup aimé de la Veve Gombel en Indonésie, mais il y a aussi un épisode qui parle un petit peu de ça, et on revient au Japon, hein. C'est l'épisode sur le Japon qui parle de la mémoire des tatamis. Et donc c'est en gros une histoire de passé douloureux qui rattrape quelqu'un. D'accord. Et c'est marrant d'ailleurs, oui c'est ça, c'est un passé douloureux qui rattrape. Il n'est pas question de lieu. Dans Ju-On, il est question de la maison, du lieu de la maison. Là c'est vrai que ça suit les personnages. Oui, ils peuvent aller n'importe où, ça les suivra dans tous les cas. C'est quelque chose qui est repris dans Spirits d'ailleurs, qu'on retrouvera. Ce qui est pas, voilà, bonne chose à reprendre, mais après il y a beaucoup d'autres problèmes dans ce film. Bah d'ailleurs, tu veux parler de Spirits ou on parle de Alone maintenant? Écoute, on va parler de Spirits parce que ça fait un petit moment qu'on le tease et je pense qu'il est le moment d'en parler. Donc Spirits, qui est un remake américano-japonais de Shutter. Voilà, américano-japonais déjà. Déjà, on part sur des bonnes bases, donc c'est un des 3 remakes de Shutter. Il y a un autre remake indien et un autre remake en langue hindi. Donc voilà, et Spirits, ou Shutter en anglais, et le remake américain, il est sorti en 2008, une année pas si anodine, puisque c'était en pleine vague de remake de la J-Horror. Complètement. On est 1 an après le giga carton de The Grudge 2, qui n'est pas un bon film, mais qui a très bien performé. Il y avait Le Cercle, qui avait aussi cartonné quelques années plus tôt, il y avait eu Darkwater en 2005, et The Grudge aussi, c'était 2005-2006, c'est ça, c'est remake? Dans ces eaux-là, oui, c'était quelques années avant The Grudge 2, donc on devait être en 2006, je pense. Ouais, on était en pleine mode, en plein effet de mode. C'est ça, et tu as Hollywood qui commence à aller piocher aussi vers d'autres pays que le Japon. C'est pour ça qu'en 2008, on a aussi un remake de V.I., qui était un film singapouro-hongkongais, donc on a droit à un remake américain avec Jessica Alba. Et Spirits, donc qui est adapté du film thaïlandais, lorgne complètement de ce côté-là vers la J-Horror. En fait, on a ces films au bout d'un moment où les producteurs américains prennent des films d'un peu partout en Asie du Sud-Est. Ils vont dire oui, mais ce qui marche c'est la J-Horror, donc on va les marketer plutôt en mode J-Horror avec des fantômes de personnages aux cheveux longs et noirs. C'est même pas que marketer, c'est que là, ils prennent un film thaïlandais et ils se disent on va prendre un réalisateur japonais pour réaliser notre remake de film thaïlandais et on va complètement achever la transformation, on va dire, de Natre en Onryo. C'est ça. Là, ils vont prendre donc un japonais, Masayuki Yoshihai, qui fera plus tard un Ju-On, d'ailleurs, au Japon. Oui, tout à fait, ouais. J'avais noté ça, j'étais assez étonné. Il va faire, je crois, deux petits spin-offs, un truc comme ça. Il fera un des deux. Non, c'est même pas un spin-off en fait, c'est le reboot de la franchise. Ouais, c'est le reboot. Que nous on n'a pas vu parce qu'en fait ils ne sont pas sortis en dehors du Japon et j'ai pas trouvé de version. Mais justement, je m'étais renseigné quand on avait fait l'épisode sur The Grudge et Ju-On pour voir ces films-là et malheureusement c'est très difficile à trouver quoi. Mais bon, vu les critiques, je pense que c'est pas forcément la peine qu'on les regarde. Mais c'est étrange parce que du coup les Américains continuent cette vague de J-Horror en empruntant à d'autres films que le Japon, et on a l'impression qu'ils ont fait le remake et ils se sont dit fuck, c'est la même chose quoi. Oui, alors après en l'occurrence c'était relativement, enfin s'il y avait un film avec lequel on pouvait se permettre de faire ça, c'était peut-être Shutter, puisqu'il lorgnait déjà sur la J-Horror, sur ses idées de mise en scène et sur le look de son personnage de fantôme. Mais là, il pousse les potards à fond, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'action va se passer au Japon, et il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'on a le mont Fuji qui est présent sur des fonds verts assez dégueux tout au long du film. Et un petit peu comme dans The Grudge, on va voir ce couple d'Américains qui vient s'installer au Japon, avec donc Ben et Jane. Donc, j'imagine que Tan, ça marchait pas pour un Américain, donc ils l'ont renommé Ben Shaw, et Jane, ils ont gardé, puisque Jane, ça fait assez américain, qui sont joués par Joshua Jackson, qu'on a vu dans Dawson, mais aussi dans Scream 2, et dans le magnifique Urban Legend. C'est vrai.
et Raquel Taylor qui a joué dans See No Evil, un film qui était pas mal et qui a fait beaucoup de choix de carrière hasardeux. See No Evil, c'était pas le film avec le catcheur, la Kane? Je sais plus si c'était Kane qui le jouait, je me souviens qu'il y avait un catcheur avec un croc de boucher qui poursuivait des gens dans un hôtel. Je crois que c'était Kane, le pseudo-frère de l'Undertaker. Ouais, c'était un film divertissant, mais voilà. C'était pas fou. Et je crois qu'il y a eu une suite aussi, mais qui avait l'air naze. Oui, tout à fait. On s'égare. Spirits n'a pas eu de projection presse, qui est jamais bon signe pour ce genre de film. Et donc je l'ai vu hier soir avant d'enregistrer, parce que je me suis dit, j'ai traîné, j'avais pas envie de le voir, je savais d'avance que ça allait être pourri. J'ai pris quelques notes. Voilà. Déjà, il faut qu'on parle des fonds verts du mont Fuji, absolument dégueulasse, qu'on voit au début du film pour bien nous rappeler qu'on est au Japon. Et ce n'est pas la seule chose qui est faite pour bien nous montrer qu'on est au Japon. Là où The Grudge The Grudge avec Sarah Michelle Gellar était un tout petit peu plus subtil. Ouais, alors plus subtil, mais quand même, j'ai eu l'impression, je te le dis, je me permets de te couper parce que tu le mentionnes, j'ai très souvent eu l'impression de voir le remake de The Grudge. Oui, bah tu sens que c'est clairement inspiré. Les Américains qui partent au Japon là pour le travail et tout, dans lequel il y a cette petite, ce petit différentiel, cette différence culturelle qui les met un petit peu mal à l'aise, ou voilà. J'ai vraiment eu l'impression de voir le remake de The Grudge. Ouais, en moins bien fait, parce que le personnage de Jane essaye beaucoup moins de s'habituer à la culture japonaise que le personnage de Sarah Michelle Gellar dans The Grudge. Elle fait aucun effort pour essayer de prononcer quelques mots en japonais. Vraiment, elle s'intéresse pas à la culture, elle est vraiment, elle s'en fout quoi, et elle fait beaucoup de faux pas d'occidental, c'est-à-dire de faire des photos dans des endroits où elle a pas le droit, voilà, ce genre de truc. Donc on sent qu'ils ont pioché sur The Grudge, mais en moins bien fait. En fait, The Grudge, c'est un des mérites que je trouve au film. Ils nous ont montré que ça se passait à Tokyo, dans The Grudge, mais ils essayaient de nous montrer un Tokyo un peu plus authentique. Alors, certes, il y a le grand passage piéton qu'on voit dans tous les films, forcément pour bien nous montrer qu'on est là-bas, à Shibuya, mais sinon le reste, on était dans des rues relativement traditionnelles, calmes, des rues résidentielles de Tokyo. Là, il y a toute une scène où le personnage de Jane va se balader dans Tokyo pour bien nous montrer qu'on est à Tokyo, et plus carte postale, tu meurs quoi. C'est-à-dire qu'on nous cite Shinjuku, elle se balade dans la rue Takeshitadori à Harajuku, qui est l'endroit où il y a les lolitas qui se baladent et qui est vraiment assez bondé. C'est la rue typique de carte postale du Japon un peu beauf quoi. Donc il y a ça, et t'as l'impression, il y a un effet aussi un petit peu comme à des films qui se passent à Paris, où tu as l'impression que tous les appartements ont vu sur la tour Eiffel. Là, tous les appartements ont vu sur la tour de Tokyo, et tous les trucs à la campagne ont vu sur le mont Fuji quoi. Donc c'est des trucs où j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Enfin vraiment, ok, on a compris qu'on est au Japon, les gars, arrêtez d'en faire des caisses. Et il y a même dans les dialogues, il y a beaucoup de références à des lieux japonais tout le temps. Tu fais, c'est peut-être pas la peine d'en faire autant, quoi. On a compris. The Grudge en faisait beaucoup moins et on avait compris. Et surtout, il y a des trucs qui témoignent d'une méconnaissance des producteurs américains vis-à-vis du Japon. En tant que fin gourmet, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé à un moment, au début du film. Il y a Jane qui dit « Mais enfin, ils ont pas de glace au Japon ?» Alors que, merde, là où le pays où il y a le plus de variétés d'Agendas différents, ça reste le Japon, quoi. Donc calmez-vous. C'est peut-être plus récent, ça, non? Non, la culture de la bouffe au Japon, c'est très important, mais surtout, voilà, tout ce qui est édition limitée de glace, etc. Bon, je fais un aparté cuisine, mais tout ce qui est édition limitée de glace, de gâteaux saisonniers, de boissons saisonnières, au Japon, ça cartonne, et depuis vachement longtemps. C'est pas récent. Comment on explique ça avec le fait que ce soit un réalisateur japonais? Bah justement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du scénario. Il y a des petits trucs comme ça à chaque fois où je me dis, mais en fait, ouais, ils ont du mal à comprendre. Alors après, il y a des trucs où je pense que le réalisateur japonais a dû leur rappeler, les gars, faites attention, genre, ils enlèvent bien leurs chaussures avant de rentrer dans une maison. c'est déjà ça, tu vois. C'est quand même le crime de lèse-majesté. Enfin, c'est vraiment, si vous allez au Japon et que vous rentrez chez quelqu'un, vous enlevez vos chaussures avant. Je me demande qui c'est qui a écrit le film aussi, du coup. Bah, je ne sais pas, pour t'avouer, je suis pas allé jusque-là parce que moi non plus. Parce que le film m'a pas passionné, quoi. Hey, salut, c'est le Charles du presque présent qui parle au Charles et Mathias du passé. Après quelques recherches, il s'avère que le scénariste principal de ce film est Luke Dawson. Et en fait, Luke Dawson, il n'a pas bossé sur grand-chose, mais il a bossé sur 2 films principalement, à savoir le remake de Shutter en 2008 et The Lazarus Effect en 2015. Et il se trouve que le remake de Shutter était en fait son premier long métrage en tant que scénariste. Donc voilà, c'était la petite pastille sonore, et on repart tout de suite sur les Charles et Mathias du passé.
Ce film va reprendre les scènes marquantes dont on a parlé de Shutter, toujours avec moins d'intensité, forcément. Et globalement, le film est moins bien rythmé, je trouve, que Shutter. Ah bah, est beaucoup moins bien rythmé, ouais, ça a rien à voir. Il y a un gros manque de fluidité, on a l'impression que c'est un peu chapitré, ça fait beaucoup plus Train Fantôme que Shutter, c'est une succession de scènes marquantes, mais le liant qu'il y a entre ces scènes-là ne prend jamais, en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais. Non, et surtout, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur du tout, il rate plein de séquences, la séquence où le copain... Alors, pour préciser, peut-être pour éclairer un tout petit peu, le couple d'Américains qui du coup arrive au Japon, le gars a quand même son groupe de copains déjà là-bas. Il y en a un qui a l'air d'être directeur marketing de quelque chose, et l'autre qui est directeur d'une agence de mannequins. Et en fait, du coup, l'intrigue va tourner autour de ces 3 gars-là, et on va un peu plus voir les 3 gars, on va même beaucoup plus les voir en fait, leur relation à tous les 3, que dans le film original. Et on comprend en quoi ils sont potes, ce qu'ils font au Japon, quelles sont leurs relations à la fois personnelles et professionnelles. Ça, on le comprend assez bien, il n'y a pas de souci. Mais oui, globalement, le film, après, rate tout un tas de séquences. La séquence où, du coup, un des copains se jette du balcon. Là, on suit juste, il y a juste la caméra en bas qui le suit, qui le voit tomber, pouf, par terre, voilà. Non, puis même, il y a une des surprises du film qui est un peu gâchée par des choix de mise en scène qui sont un peu cons. En fait, ce qui fonctionne vachement bien, je trouve, dans Shutter, c'est que Tan a l'air d'être gentil pendant tout le film. C'est ça, c'est exactement qu'il prend ça. soin de Jane. On a l'impression que c'est vraiment un mec gentil, sympa, et c'est protecteur. pour ça qu'on peut pas le soupçonner, il a l'air un peu innocent. Et là, alors je sais pas si c'est dû à Joshua Jackson ou au choix de réalisation, mais Joshua Jackson, donc qui joue Ben, l'équivalent de Tan dans le film américain, On le déteste. On le déteste dès la première scène. Et ça va continuer tout le long. C'est-à-dire que on comprend dès le début que c'est un connard. Et il y a aucun doute ses là-dessus. copains aussi. C'est clairement montré, et on comprend très vite dès une des premières scènes où il retrouve ses amis au Japon, que ses amis sont encore plus des connards que lui, et que à leur contact, c'est un trou du cul. Et ça, on le comprend instantanément. Et c'est un peu dommage, parce que ça gâche des bonnes surprises qu'on a dans Shutter, voilà. Clairement. Puis surtout, ça enlève beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans Shutter, ce qui marche bien, c'est qu'ils vivent quand même, ils ont une vie extrêmement modeste, Tan et Jane. C'est pas son activité de photographe freelance, c'est une activité qui, on voit, n'est pas ultra lucrative. Ils vivent dans un joli appart quand même, mais voilà quoi, il a fait son petit labo photo dans sa salle de bain. Il y a tout un tas de trucs qui font un peu artisanaux comme ça, qui fonctionnent bien. Là, on est sur l'opposé, sur le spectre, puisque c'est un photographe très connu qu'on fait venir des États-Unis. Ils sont chacun directeurs d'un truc, les copains, on voit qu'ils ont des appartements gigantesques, et en fait... très CSP+. Ouais, voilà, et puis c'est de la photo de mode ultra élaborée, on voit que ça va finir dans un truc type Vogue ou autre, et du coup ça change complètement d'angle, et on ne se prend pas d'affection aussi pour les personnages de la même manière qu'on se prenait d'affection pour le couple dans Shutter. Donc du coup, ça casse tout un tas de trucs. Ça casse tout un tas de trucs de sortir comme ça personnages principaux de leur contexte social pour les mettre comme ça dans un autre contexte qui est on se dit oui forcément directeur d'agence de mannequins, le mec est complètement lubrique. Oui, tu sais. En 2 secondes, tu vois que le mec est pas gentil, quoi. c'est pas un gentil, et il est joué d'ailleurs par, j'ai complètement mangé le nom de l'acteur, mais c'était le fils, un des fils dans Nip Tuck qui m'avait un peu traumatisé à l'époque. Non, puis la vision du Japon véhiculée par ce film est un peu naze. Enfin, les personnages sont tous des occidentaux, les personnages principaux, et les personnages japonais sont tous relayés au rang de subalternes à l'intérieur, quoi. Donc et puis il y a des trucs qui sont très mal faits. Enfin, je veux dire, justement sur l'erreur sur la montée en tension, par exemple, à un moment ils vont voir un je crois qu'il est médium, ou alors c'est un spécialiste des photos spirites, enfin un mec qu'ils vont voir dans son appartement là, un vieux monsieur japonais qui va leur faire, qui fait une révélation en japonais, donc Jane ne parle pas japonais, et donc là évidemment Ben comprend, on suppose que le mec lui a dit qu'il était hanté par une meuf à qui il a fait du mal, et là Ben pète un plomb, il sort direct, et tu fais ouais, merci pour niquer l'attention, parce que là on a tous compris qu'il a fait quelque chose de mal. Ouais. Et qu'en plus il cache des choses à sa copine, enfin à sa femme, parce que c'est vrai qu'ils sont mariés, j'oubliais. Donc ouais, non, et puis ce côté, comme tu le dis, où ils sont dans un pur appart de fous, tout va pour eux, on a un peu ce cliché de l'expatrié américain pété de thunes qui fait un peu son colon en Asie, quoi. Et c'est un truc qui m'a gêné par moment dans le film. Puis on les sent pas isolés. C'est-à-dire que tu sais, tu vois dans Shutter,
Dan et Jane, ils sont dans une vieille voiture, ils sont dans une vieille Citroën d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ils sont dans une vieille Citroën, et tu vois que il y a une misère qui accompagne tout ça, et ils peuvent pas s'échapper rapidement d'une situation, ils ont pas les moyens comme ça de s'échapper. Eux, t'as l'impression qu'ils pourraient changer d'appart comme ils veulent. Et c'est ce qu'ils font à un moment d'ailleurs. Hein. Ouais, ce qu'ils font à un moment, enfin je veux dire, ça élimine tellement de tension, et puis même le côté exigu des lieux fonctionne particulièrement bien dans Shutter. Là, tout est gigantesque, tout est... Oh là là. Les espaces sont trop grands et pas assez propices à l'horreur, c'est vrai, Puis dans trop propre, trop moderne, trop propre. C'est très étrange. D'ailleurs, la taille des espaces, c'est un problème qu'on a dans un autre film qui est Alone. Je pense que, enfin, t'avais d'autres choses à dire sur Shutter, sur Spirits. J'ai regardé mes notes là et bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu étonné. J'ai beaucoup rigolé à la scène où Jen du coup est dans le métro, voit un reflet, elle est dans le métro, et le métro est bondé de monde, hein. Elle voit une femme décédée dans le reflet, elle commence à paniquer, elle essaie de sortir du métro en marche, ça me fait plutôt rire, plutôt que d'attendre la station, elle pète un câble et elle dit non, laissez-moi sortir. Toi, t'as jamais pris le métro de ta vie. Ça, et j'ai noté aussi l'utilisation quand même de la technique de la double focale, de la lentille fendue, tu sais, qu'on pose sur un objet pour créer une différence de rentrée de lumière dans l'objectif et avoir une image, on va dire, un focus sur 2 plans différents. Un premier plan, par exemple, à gauche, qui est proche, et un deuxième plan à droite qui est plus éloigné. Il l'utilise à 2-3 reprises sans que je comprenne trop l'intérêt. Je trouve que c'est particulier, c'est une question de goût, c'est très subjectif, mais je trouve que c'est rarement des images très jolies. Mais je vois à quoi ça peut servir à certains moments. Là, en l'occurrence, comme ça sert pas trop, j'ai juste trouvé ça pas très joli. Il y a pas de propos, en fait, qui les accompagnent. Je vois à quoi tu fais référence, il y a une scène où, en fait, juste, ils sont en train de discuter dans leur appart. C'est ça, ouais. Et c'est juste qu'il y en a un qui est dans le fond et elle est au premier plan. Et ils mettent les deux nets. Ouais. Alors en symbolique, c'est pourquoi ? C'est pour montrer qu'ils sont sur la même longueur d'onde ? Je ne sais pas. Mais je comprenais pas trop l'intérêt, quoi. À ce moment-là, faites une scène où ils sont tous les deux en train de prendre leur petit déj à table et puis vous les avez sur le même plan, quoi. Donc c'est... Grosso modo, c'est un cas de remake où toutes les bonnes idées viennent de l'original et où le remake n'apporte vraiment rien. Rien, si ce n'est de créer un film en langue anglaise pour les Américains qui aiment pas les sous-titres. Et puis pire que ça, il gâche. C'est ça qui est il dommage. Gâche en plus, ouais. Ouais, c'est vrai, il gâche. Il pourrait reprendre les scènes et les faire bien, mais non, c'est juste du gâchis, Spirits. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien Joshua Jackson habituellement, mais là, non. Alone, 2007, cette fois. 2007, 3 ans après Shutter, le dernier long métrage à 2 de Bong Joon-ho, Tanakun et Park Bong-joon. Donc ils en ont fait que 2 au final. Ce qui est plutôt cocasse quand on sait que c'est l'histoire de 2 sœurs siamoises qui sont séparées et qu'il y a un potentiel ressentiment qui existe entre elles. Donc c'est un peu le film de la séparation, très clairement, entre ces 2 réalisateurs. Séparation chirurgicale dans le film, et séparation ensuite artistique. Ce film, on y suit Pim et son compagnon Wee, qui vivent en Corée du Sud et qui doivent retourner en Thaïlande parce que la mère de Pim a fait une crise cardiaque ou un arrêt cérébral, je sais plus trop, un des deux. Oui, c'est ça, ouais, elle a un souci, elle est à l'hôpital et elle est en réanimation. Seizure en anglais, je l'ai vu en anglais. Non, je l'ai vu en français, donc c'est pour ça que je ne sais même plus pourquoi je m'en souviens. Parce que oui, Alone, c'est assez compliqué à trouver par contre. Vous le trouverez sûrement quelque part sur internet en français, mais j'ai pas trouvé de DVD, j'ai rien trouvé. C'est assez compliqué à trouver, Alone. Mais bon, c'est pas mal, on en reparlera tout à l'heure, mais toi, Charles, je sais que t'es pas tout à fait d'accord. Mais donc voilà, l'histoire, c'est que on a Pim et son compagnon Wee qui sont en Corée du Sud et qui reviennent en Thaïlande pour la mère de Pim qui est hospitalisée. Et donc ils s'installent dans la maison familiale de Pim qui fait très manoir hanté et des choses étranges vont commencer à se passer. On apprend que Pim avait une sœur siamoise qui est censée être morte, Ploy. Et on comprend qu'elles ont été séparées quelques années plus tôt et que Pim culpabilise parce que sa sœur Ploy est morte. Voilà, ça c'est le pitch du film. Ensuite, Pim va avoir la sensation d'être hantée par sa sœur, elle va avoir des visions et des accidents aussi de plus en plus graves. Et en parallèle, on a un psychiatre qui va essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas un fantôme, mais que c'est son cerveau qui lui joue des tours, ou pas. Le film va donner la réponse, ce qui me plaît assez moyennement, parce que moi j'aurais préféré rester dans le flou. Voilà pour la présentation du film. Ouais, alors, un truc, déjà, j'avoue que oui, du coup j'ai beaucoup moins aimé Alone. J'ai trouvé par ailleurs un peu plus d'influence, alors je sais pas pourquoi, il se trouve que le début se passe un petit peu en Corée, rapidement, hein, on n'est pas en Corée souvent, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus d'influence du cinéma coréen que du cinéma japonais dans celui-là, et aussi que c'était un film qui était beaucoup
plus tourné vers l'international en général, avec quelques jumpscares beaucoup plus gratuits, des séquences beaucoup plus typées action, beaucoup plus fréquentes, un espèce de rythme. Ils arrivent pas à faire ce truc qu'ils avaient réussi à faire dans Shutter, d'avoir un film qui commence, qui se pose, qui a des discours, qui ensuite va commencer à s'accélérer jusqu'à l'explosion de la fin. Là, j'ai l'impression qu'il sature, une explosion qui arrive plus tôt, et une saturation, en fait, beaucoup plus rapide, qui fait que j'ai beaucoup moins accroché. Après, je l'ai pas disons détesté comme j'ai pu rigoler devant Spirits, hein. Clairement, c'est pas du tout, c'est pas un nanar. Mais pour le coup, j'ai beaucoup moins accroché. Je trouvais grosso modo la thématique principale, donc ces sœurs siamoises qui ont été séparées. En 1 minute de film, on a l'impression de comprendre tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de symboliques. Alors déjà, le générique d'intro avec tous les petits-enfants siamois qu'on voit en images dessinées, et pas que. Je crois que d'ailleurs, il y a peut-être des photographies, des trucs comme ça, je me souviens plus très bien. Il y a des photos, ouais. Ça, la carte, on joue aux cartes et on voit le roi, pour que la lecture de la carte se fasse dans les deux sens, le roi rattaché. Le reflet dans la vitre qui à un moment donné c'est une sorte de double vitrage, du coup on voit Pym qui apparaît en 2 fois. Oui, en 2 minutes de film on a 1 million de symboles, c'est l'antithèse. C'est fou parce que Shutter était fin. En fait, je trouvais Shutter assez fin, malgré une action parfois un peu lourde, un peu conséquente comme ça, qui arrivait, une symbolique parfois un peu forte. Je trouvais le film assez fin. Là, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire que vraiment en 10 minutes de film, je me suis dit, ok, s'il y a tout ça qui va se passer, et jusqu'au reveal final, j'ai eu 0 surprise. Mais 0. Ah, tu t'es pas fait choper par le reveal final ? Ah, pas du tout. Ah d'accord. Bah, alors tu vois, moi c'est l'inverse. Je pense que c'est pour ça du coup que j'ai peut-être plus apprécié le film que toi. C'est parce que il y a des trucs qui sont évidents. Oui, c'est un film qui n'est pas très fin, qui prend de très gros sabots. Le décor rappelle constamment la dualité, tu le disais, il y a même ce double miroir à un moment qui est installé dans sa chambre d'enfant. Enfin, il y a énormément de références à la dualité tout au long du film, ce qui est logique puisqu'on a un film sur 2 sœurs siamoises. Mais ça prend un peu trop des gros sabots. Et par contre, j'ai vu venir certains trucs, évidemment. Mais je t'avoue que le reveal final, que je révélerai pas du coup, parce que voilà, ça reste quand même un film à twist, je l'avais pas vraiment vu venir. D'accord. Donc, alors peut-être je suis bon public, je sais pas. Mais ouais, non, celui-là, j'ai été un peu surpris. Et franchement, ça a bien marché. Bah, en fait, je pense que ce genre de truc, quand tu le sais pas et que tu te le prends en pleine face, forcément, tu te reprends un petit coup de « Ah, c'est fou !» Un petit peu comme quand tu regardes dans une autre mesure Fight Club pour la première fois. Enfin, c'est des trucs où, voilà, ça te marque sur le coup, ce reveal. Après, c'est pas un film que je reverrai, tu vois, mais contrairement à Shutter, c'est un film que j'ai plus envie de revoir, par exemple, pour ouais, pareil. D'ailleurs, je l'ai revu. Lecture. 4 jours, là, je me suis dit, tiens, je l'ai regardé une fois, évidemment. Et après, je me suis dit, tiens, s'il y en a un dans les 3 entre Shutter, Spirits et Alone que j'ai bien envie de me refaire, je me suis refait Shutter et j'ai pris autant de plaisir au 2e visionnage, si ce n'est plus. Je trouvais le film vraiment excellemment rythmé, quoi. On dirait moi quand je parle de Ju-On 2. Non, oui, c'est vrai que Shutter, c'est un film qui se revoit beaucoup plus, qu'un film beaucoup plus abouti, je trouve. Tu le disais bien, effectivement, Alone, je pense aussi que ça a été monté dès l'origine comme un projet beaucoup plus international. Ouais, je pense aussi, ouais. Pour être vendu à l'étranger, ça se voit rien que sur les affiches, ça se voit rien que sur la manière de mettre en scène l'action, dans la manière dont elle se déroule. On a un truc qui est beaucoup plus hollywoodien et qui, du coup, récupère les mêmes problèmes que Spirits. Ça va être un film qui a des gros problèmes de rythme, où l'exposition est mal gérée et trop longue. Du coup, il y a des vraies longueurs au début du film. Et ensuite, on a des scènes qui reposent là sur les jumpscares. Mais tu vois, tout à l'heure, je parlais de la différence entre un bon jumpscare et un mauvais jumpscare. Là, en l'occurrence, ce sont des jumpscares qui font pas forcément suite à des moments de tension. Ce sont des jumpscares qui arrivent soudainement, comme ça, il n'y a pas de montée en tension, il n'y a pas de propos horrifiques juste avant. On a juste, d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et ça crie. Ouais, c'est ça. Et on a même des trucs très 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 classiques du style reflet dans le miroir, quoi. On est vraiment à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage. Les ressorts horrifiques sont beaucoup plus classiques que sur Shutter, ce qui est vraiment dommage. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça restait divertissement. Je trouve le design de fantôme assez naze, pour être honnête. Mais sinon, à part ça, et les quelques longueurs qu'on a au début du film, c'est un film que j'ai pris du plaisir à regarder. D'accord. Qui m'a pas spécialement ennuyé.
Après, ça vient sans doute du fait que j'aime le cinéma d'horreur des années 2000, puisque c'est ultra marqué 2000. Avec, Shutter, il est sorti en 2004 et je l'ai vraiment surkiffé. Pour le coup, là, c'est vraiment... c'est pas marqué juste 2000, c'est marqué 2000 international. Oui, voilà. Et moi, c'est des trucs où je pardonne beaucoup plus de choses, puisqu'il y a, il y a un côté un peu, un peu Madeleine. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de films qui sont très calibrés, qui se ressemblent tous un petit peu. Mais et en l'occurrence, celui-là rentre bien là-dedans, tu vois, sur le côté body horror très léger. Parce que moi, le body horror, j'aime pas du tout ça, mais quand c'est dosé très légèrement comme ça, c'est bien. Le côté film de fantôme, on a l'impression d'avoir un petit menu best-of du cinéma international horrifique des années 2000. Donc voilà, c'est un petit train fantôme assez sympa. C'est pas un grand film. Si vous devez privilégier un film, regardez Shutter. Après, si vous avez du temps devant vous et que vous réussissez à choper une copie de Alone, même en VF, parce que du coup en VF, je trouve que ça passe plutôt pas trop mal. Voilà, pourquoi pas Alone. Mais vraiment, s'il y a un film à prioriser, ce serait plutôt Shutter. Et je trouve que, ouais, voilà, c'est ça, là où Shutter cachait parfois bien son jeu, parce que je trouve que Shutter, il réussit à étaler ses secrets de manière vraiment maligne et du coup à surprendre. Je trouvais que Alone était davantage monté sur des rails en fait et il nous amène à une destination qui est pour moi en tous les cas était vraiment très connue. J'avais l'impression d'être sur des rails en mode oui on va avoir ces suites de reveal, on va avoir là cette suite un petit peu plus action et puis on va avoir le reveal à la fin avec une scène plus impressionnante. Scène un petit peu impressionnante quand même à la fin parce que c'est vrai qu'il faut pas lui enlever la qualité de mise en scène des réalisateurs non plus. Hein. Ah oui et puis il y a une volonté de faire plus de grands spectacles que sur Shutter. Ils ont plus de budget. Mais il y a des trucs qui sont tout à fait réussis à un moment donné, film qui du coup marche sur la plage toute seule sur le sable comme ça et qui à un moment donné se retourne et il y a le double de cette trace de pas à côté. Il y a 2-3 scènes comme ça avec la mise en scène qui fonctionne particulièrement bien et à la fin, si je dis pas de bêtises, alors j'ai cru lire ça mais il y a quasiment pas d'effets spéciaux pour la scène finale qui se passe dans une maison en flammes qui est visuellement assez impressionnante et il y a si j'en crois ce que j'ai lu assez peu d'effets spéciaux qui ont été mobilisés et du coup ça donne une scène qui visuellement quand même fonctionne particulièrement bien hein. On peut pas enlever ça au film non plus, c'est vrai. Et c'est vrai que ça on peut peut-être le noter, contrairement à beaucoup de films d'horreur des années 2000, Shutter et Alone ont très bien vieilli. Ouais. De par leur faible recours aux effets numériques, ils ont très bien vieilli. Il y a aucun souci à les regarder aujourd'hui, on pourrait croire qu'il est sorti il y a 2-3 ans sans aucun problème. À ce titre, je sais pas pourquoi, ça m'a aussi rappelé Deux Sœurs. Alone m'a aussi un petit peu rappelé Deux Sœurs. Oui, parce qu'on est un peu sur la même thématique. Ouais, c'est ça. Mais même sur la qualité du film qui finalement vieillit plutôt bien. J'ai l'impression que Deux Sœurs a bien vieilli de la même manière que ces films-là ont bien vieilli, j'ai l'impression. Mais Deux Sœurs, c'est un chef-d'œuvre. Il faut regarder Deux Sœurs. C'est vrai que je sais pas si je l'avais conseillé peut-être une fois dans cette émission. Je crois qu'on en avait parlé, ouais, déjà. Mais un rappel est toujours de mise. Si vous avez pas vu Shutter, si vous avez pas vu Deux Sœurs, c'est terrifiant et allez le regarder, c'est super bien. Eh ben écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Tout à fait. Je suis particulièrement content parce qu'on a réussi. Là, l'émission, telle que je vois le compteur défiler, vous en êtes au moins à 1h10 facile. Et on n'a pas prononcé les mots-clés du moment, et je suis particulièrement content. C'est très bien. On peut être fiers de nous, je pense. Avant de terminer, d'ailleurs, j'y pense, puisqu'on parlait de photographie spirit dans cet épisode, un petit instant promo, on a fait 2 vidéos avec la chaîne YouTube Sahil Artichaut. Au moment où vous écoutez cet épisode, le premier numéro est sorti, enfin la première vidéo est sortie, donc vous allez m'y voir moi, avec Sahil Artichaut. Je vous parle d'un sujet que vous connaissez, qui est la Dame Brune de Raynham Hall, mais du coup voilà, c'est de la photographie spirit, donc vous pouvez aller regarder cette vidéo sur sa chaîne. Voilà, c'est sorti là, je crois, il y a quelques jours. Et prochainement, au moment où, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, prochainement, je pense d'ici à peu près 2 semaines, il y a une deuxième vidéo qui sort avec Charles. On révèle pas le contenu de du sujet avant que Sahilar ne l'ait fait. Mais ouais, du coup, ma vidéo arrivera un tout petit peu plus tard sur un autre sujet. Voilà, c'était l'instant promo, j'avais oublié d'en parler, mais tant qu'on parlait de photographie spirit, c'était le moment. Eh ben écoutez, vous pouvez nous retrouver évidemment comme toujours sur les réseaux sociaux, sur Twitter @IFRpodcast, sur notre compte Facebook aussi également, Charles et Mathias. Vous pouvez toujours nous laisser comme d'habitude des avis sur iTunes ou nous contacter sur chacun de ces réseaux évidemment. On vous répond dans la mesure du possible. Et ben quant à nous, il nous reste à vous dire à la prochaine, à vous souhaiter de prendre soin de vous et peut-être faire gaffe la prochaine fois que vous prendrez une petite photo de voir s'il n'y a pas un petit spectre qui se balade derrière votre silhouette. Ouais, je sens que nos éditeurs vont éviter de prendre des Polaroids avant un petit moment.